Bonjour à tous, merci beaucoup à ce public d'être présent parmi nous, une fois de plus, et à sa fidélité. Ravi de vous retrouver pour cette 21e édition des Rencontres François Rabelais. Je suis là très brièvement, juste pour apporter une ou deux lectures du programme et modifications surtout, compte tenu que, pour ceux qui auraient trouvé la première version du programme, Pierre Hermé ne sera pas présent parmi nous demain, mais bien présent parmi nous aujourd'hui. Il arrive dans quelques minutes. Et l'atelier sur la découpe bouchère à la française, qui devait se dérouler ici même à la salle Thélème, se déroulera à la Villa Rabelais. Merci beaucoup surtout de bien vouloir mettre vos téléphones en silencieux, ce qui ne vous empêche pas naturellement de tweeter et de faire du hashtag Rencontre François Rabelais autant que faire se peut. Ravi de vous retrouver pour vous souhaiter surtout des belles rencontres, car le but de ce moment, c'est non seulement de découvrir un petit peu de culture, mais surtout de se rencontrer les uns les autres, autant dans les moments d'échange devant un bon café que pendant les repas et autres moments de convivialité. Bonne journée. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bruno Loriot, le président de l'IUHCA. Voilà. Monsieur le président de la région Centre-Val de Loire, cher François Bonneau, Madame la première adjointe au maire de Tours, chère Alice Vaneroy, Monsieur le vice-président de l'université chargé de la culture, cher Alexis Chamelou, chers amis, chers auditeurs, chers spectateurs d'une certaine manière. C'est toujours un grand plaisir, évidemment, que d'inaugurer les Rencontres François Rabelais, alors qu'ils en sont à leur 21e édition. J'ai déjà eu le plaisir de inaugurer la 18e édition qui était donc l'âge légal de la majorité. La 21e édition, du temps de ma prime jeunesse, c'était ça la majorité. En fait, il fallait attendre 21 ans. Donc je dirais pas que là, c'est la vraie majorité, mais tout de même, on a franchi encore une nouvelle étape. Or, c'est une année exceptionnelle. C'est une année exceptionnelle par le nombre d'anniversaires qu'elle contient, non seulement les 21e Rencontre François Rabelais, mais aussi le 15e anniversaire de l'inscription du repas gastronomique des Français, donc à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, piloté, comme vous le savez, par l'UNESCO, qui a été un grand moment. C'est quelque chose, c'est un projet qui est né ici même, à Tours, donc sous la houlette de Francis Chevrier, directeur de l'IUHCA, que je salue. Donc, en même temps, nous fêtons le 25e anniversaire de l'inscription de la Loire, également dans les bords de Loire, dans le patrimoine de l'humanité. C'est une conjonction donc extrêmement favorable qui fait que nous ne pouvions pas ne pas inscrire au programme des Rencontres François Rabelais la question du patrimoine. Parce que la question du patrimoine, elle est un peu au cœur de nos activités à l'IUHCA. Non seulement il y a eu la candidature du repas gastronomique des Français, mais il y a aussi le prix François Rabelais que nous décernons chaque année pour une personnalité qui a œuvré pour justement la diffusion, la connaissance, le succès du patrimoine culinaire, du patrimoine alimentaire. Elle est pilotée par une fondation commune avec l'Institut de France et dont Jean-Robert Pitt, qui est ici présent, dont je remercie
d'être présent, assure donc la présidence. Donc, il y a déjà ces éléments-là. Il y a aussi l'appui que nous avons apporté constamment au master qui s'appelait au départ Histoire et culture de l'alimentation, qui s'appelle désormais Culture et patrimoine de l'alimentation. Et aussi, le patrimoine, il est au centre un petit peu des activités de la Villa Rabelais à travers l'université ouverte des sciences gastronomiques. Donc, c'est vraiment au centre de nos activités. Ce n'est pas notre seule activité, mais c'est vraiment au centre de nos activités, de nos préoccupations. Donc, c'était tout à fait logique. Je voudrais, pour ne pas trop accaparer le temps qui m'est imparti, remercier nos partenaires. Nos partenaires, c'est la région, c'est l'université, c'est la ville, c'est aussi le ministère de la culture à travers la DRAC. C'est aussi les étudiants et les enseignants des lycées Baillet, Clouet, de la Cité des Formations et des Compagnons du Devoir Boulanger qui nous aident beaucoup dans la préparation de cet événement. C'est aussi, je voudrais remercier aussi, même s'il est reparti à Paris, notre parrain Guy Savoie pour cette édition, qui nous a ravis hier de son savoir et de son expérience, qui a été un élément très important, puisque, évidemment, il a été, comme vous le savez, élu à l'Académie des Beaux-Arts tout récemment. Je voudrais remercier aussi un partenaire qui est France PCI, en la personne de Pierre Saner, ici présent, et enfin, Relais et Châteaux, avec Laurent Gardinier qui est aussi présent. Alors, tu devais, Laurent, parler tout de suite, mais on s'est permis de changer juste un tout petit peu, tu nous excuseras. Hein. Mais non, mais c'est parce que Alexis, qui représente l'université, en fait, théoriquement, est en train de faire cours. D'ailleurs, c'est peut-être, tu pouvais amener tes étudiants, mais bon. Donc, je passe la parole sans plus attendre à Alexis Jouvelou. Merci beaucoup, Bruno. Je suis désolé d'avoir provoqué cette petite modification du protocole, mais en effet, mes étudiants m'attendent. Monsieur le Président du Conseil régional, Madame le maire, Madame l'adjointe, on peut dire les deux, vous m'avez donné l'autorisation. Monsieur le Président de Relais et Châteaux, Monsieur le Président de l'UHCA, chers collègues, Mesdames et Messieurs, quel plaisir et quelle fierté d'être des vôtres pour cette ouverture des rencontres François Rabelais, un rendez-vous désormais incontournable de notre automne tourangeau. Aujourd'hui, encore une fois, nous sommes gâtés, au sens positif du terme, bien sûr, avec une thématique qui nous rassemble toutes et tous. S'il est bien un lieu, une université, une région qui mesure tout ce que signifie la gastronomie et le patrimoine, c'est bien la Touraine et plus largement le territoire ligérien et cette région. On sait bien, ici et ailleurs, mais particulièrement ici, que François Rabelais aimait la vie sous toutes ses formes. Il aimait la langue, la pensée, les sciences expérimentales, mais aussi la table, qui ne s'imagine pas sans langue, sans pensée ou sans sciences expérimentales. Le lien entre culture de l'alimentation et patrimoine, tel qu'il a été pensé et théorisé par les équipes de l'IEHCA, est particulièrement enrichissant et, oserais-je dire, nourrissant. C'est d'ailleurs la force et l'essence même de cet institut que d'avoir fait des cultures alimentaires un champ de recherche et d'enseignement à part entière, reconnu en France et dans le monde entier. L'IEHCA, incontestable pionnier dans ce domaine, a su faire de l'alimentation un objet scientifique, culturel et patrimonial, et c'est cette remarquable vision qui inspire ces rencontres.
Et on ne pouvait rêver meilleur parrainage de cette 21e édition. Guy Savoy, vous l'avez dit, étant le premier cuisinier à entrer à l'Académie des Beaux-Arts, symbolisant à la perfection cette présence de la cuisine au sein des arts vivants. Il a d'ailleurs été rappelé lors de la journée d'hommage célébrée hier, le rôle central qu'il a joué pour faire entrer le repas gastronomique français au patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO, consécration dont nous fêtons donc le 15e anniversaire. Le patrimoine, c'est quelque chose qui se construit dans le temps, qui contribue à faire société et qui relie les générations. Et quel meilleur exemple que la gastronomie pour illustrer cette idée. L'alimentation, ce n'est pas seulement se réunir autour d'un bon gueuleton, même si on dit rarement non à un plateau de fromage et à un verre de Saint-Nicolas de Bourgueil. La culture de l'alimentation, c'est ce qui se partage, se transmet et se transforme aussi au fil du temps. On pense bien sûr aux recettes de nos grands-parents ou de nos parents que l'on aime à redécouvrir, à adapter, à réinventer. On a aussi en tête le savoir-faire des artisans, qu'ils soient boulangers, pâtissiers, confiseurs, charcutiers ou vignerons, qui perpétuent des gestes, une expertise et des valeurs. Et comment ne pas citer la baguette de pain, symbole d'un pays et désormais inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO, une reconnaissance à laquelle l'IEHCA n'est pas étranger et qui illustre si bien ce lien entre tradition, culture et recherche. L'alimentation, c'est aussi un formidable miroir de nos sociétés. Comment ne pas voir, par exemple, derrière la volonté de mieux manger, de connaître la provenance et le mode de production et d'élaboration de nos aliments, ou derrière le souci de préserver le bien-être animal, l'environnement et les paysages, une prise de conscience de notre rapport au vivant, à ce qui nous entoure et à nous-mêmes. À l'inverse, comment ne pas s'interroger sur l'essor des plateformes de livraison, sur cette consommation toujours plus connectée, instantanée, presque frénétique, cette ubérisation qui n'épargne pas nos habitudes alimentaires. Ces questions montrent bien que la recherche scientifique ne se limite pas au labo, elle interroge nos modes de vie, nos habitudes, notre culture. Et interroger nos modes de vie, nos habitudes et notre culture, c'est précisément ce que fait l'IEHCA avec les rencontres François Rabelais. Par ces rencontres, il nous invite à réfléchir, à débattre, à prendre de la hauteur et à penser ce qui fait de l'alimentation un bien culturel. Fondé sur une rigueur académique et scientifique toujours accessible, ces rencontres portent une ambition politique et sociale, celle de préserver un patrimoine culinaire tout en l'ouvrant à toutes et à tous. L'IEHCA, fidèle aux valeurs de l'université, est attachée à faire dialoguer les disciplines, à croiser les regards. Ici, pendant plusieurs jours, l'histoire rencontre la chimie, l'archéologie devise avec la psychologie, les sciences humaines échangent avec les sciences du vivant. C'est cette pluridisciplinarité et cette ouverture intellectuelle qui font la richesse de la science et la force de l'université, notamment de notre université de Tours. Cette pluridisciplinarité et cette ouverture associent chercheurs et professionnels, universitaires et acteurs de terrain, vignerons, sommeliers, chefs, artisans des métiers de bouche, collègues enseignants des établissements professionnels, toutes et tous réunis autour d'une même envie de faire de la gastronomie un art et également un élément culturel à part entière. Et c'est ce dialogue assez unique aux rencontres François Rabelais qui donne à cet événement, à cette recette, son équilibre entre rigueur scientifique et expérience vivante du terrain, dans une logique de science ouverte, de science avec et pour la société à laquelle, ici, nous sommes très attachés. Dans une logique de science ouverte, mais aussi avec à l'esprit une vraie volonté d'enseigner, et donc, nous y revenons, de transmettre un savoir et une culture. Comme vice-président de l'université, notamment chargé de la culture, mais aussi et surtout au nom du président Roinjard, qui aurait beaucoup aimé être là et qui a dû s'excuser pour assister à un événement nettement moins réjouissant, je tiens à saluer le travail magistral du comité de pilotage des rencontres François Rabelais, ainsi que l'engagement de toutes les équipes de l'université rattachées à l'IEHCA, lequel et lesquels font de Tours, pour quelques jours, le cœur battant du patrimoine culinaire français et international. 21 ans, Bruno l'a souligné à sa manière, c'est un bel âge, symbole de maturité et de vitalité.
21 ans, c'est aussi la preuve, s'il en fallait une, que cet événement continue de séduire, de tester et de stimuler notre science et nos sens. Enfin, je tiens à remercier, comme Bruno l'a fait, tous les partenaires qui rendent possible ce moment, la ville de Tours, la région Centre-Val de Loire, France Patrimoine culturel immatériel, le ministère de la Culture, tous nos invités prestigieux et nos précieux acteurs locaux qui ont été cités également, les lycées Baillet et Cloué, la Cité des formations, les Compagnons du Devoir, notamment, ces passeurs essentiels de notre patrimoine alimentaire. Je vous prie d'excuser mon départ précipité. Je vais partir presque tout de suite. Donc, comme vous le savez, mes étudiants m'attendent. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est pour un cours de droit anglo-américain de la responsabilité civile. Il y sera question des restaurants McDonald's et d'un arrêt fondateur en droit de la négligence et de la protection des consommateurs au Royaume-Uni. Un arrêt qui implique un escargot en décomposition dans une bouteille de ginger beer. Nos journées auront donc quelques points communs, mais hélas pour moi, seront très différentes. Merci à toutes et tous et très bonne rencontre François Rabelais. J'invite M. Laurent Gardinier, président des Relais et Châteaux, à venir nous rejoindre sur scène. Merci. Mes chers amis, bonjour. Je suis très heureux très honoré d'être parmi vous aujourd'hui en ce jour de célébration du patrimoine, de l'inscription du patrimoine gastronomique au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je voulais vous dire qu'en tant que président de Relais et Châteaux, j'ai la chance d'animer la première organisation mondiale de gastronomie, répartie dans 65 pays, et qui donne à faire vivre ce qu'est l'existence du repas gastronomique. Ce sont des repas qui sont servis dans des conditions très particulières de service et qui mettent en avant le point fondamental que le repas gastronomique n'est pas simplement le fait de transmettre une nourriture, de transmettre une recette, mais s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large, qui est celui du service, qui est celui des arts de la table, qui est celui de l'ensemble des personnes qui concourent à sa préparation, à sa transmission et à son service. Qu'y a-t-il de commun entre une cuisine teppanyaki au Japon, entre un asado servi en Argentine, entre un barbecue servi dans le nord des États-Unis ou un repas merveilleux dans un grand restaurant parisien servi sous cloche avec des personnes qui concourent à sa réussite? L'exaltation des sens, l'exaltation de la gastronomie, l'exaltation des vins qui vont avec, et tous concourent finalement à la même réalisation qui est celle de la joie partagée, du plaisir partagé et de la transmission, comme on l'a dit, entre les générations, entre les familles, entre les amis. Ces éléments sont tout à fait fondamentaux et participent, je pense, à la connaissance magnifique qui existe entre la gastronomie, la science et bien évidemment les métiers de service qui concourent à leur réussite. En tant que président de Relais et Châteaux, nous avons le grand plaisir de participer aussi à la célébration du prix Rabelais et qui, à chaque année, insiste sur la magnifique persévérance qu'un certain nombre d'acteurs peuvent évidemment mettre en œuvre. Et nous sommes, avec Jean-Robert, avec Bruno, toujours très très attentifs à mettre en avant des personnes qui ont à cœur de promouvoir la transmission de leur savoir. Cette reconnaissance universitaire est aussi une chose extrêmement importante pour nous professionnels, puisque le fait d'être théorisé, d'être universalisé dans le métier que nous faisons est aussi un signe et un grand gage de sens que nous donnons à notre métier, de sens que nos amis cuisiniers, nos amis maîtres d'hôtel, nos amis artisans, comme ça a été rappelé tout à l'heure, sont à l'origine de cet élément fondamental
qui est le fait de rassembler les hommes et les femmes autour d'expériences culturellement très différentes, mais toujours avec la même volonté de partager. Alors, être ici aujourd'hui parmi vous est un grand honneur. Être associé avec Relais et Châteaux à l'université est un élément assez nouveau, finalement. Ça remonte à une quinzaine d'années, vous l'avez dit, le rôle de Guy Savoy fut tout à fait fondamental dans la reconnaissance des métiers que nous avons l'honneur de représenter, avec cette dimension universitaire qui nous manquait. Le travail qui a été effectué depuis maintenant une quinzaine d'années a permis aussi l'inscription d'autres patrimoines culinaires mondiaux, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit bien évidemment en Asie, et de donner un sens très particulier aux métiers qui sont les nôtres. C'est la raison pour laquelle je suis très honoré d'être aujourd'hui parmi vous. Je suis très honoré de partager avec vous ces moments et je voulais vous remercier très sincèrement de votre invitation. Merci infiniment. J'invite Alice Vanneroy, première adjointe au maire de la ville de Tours, à nous rejoindre sur scène. Merci beaucoup. Bonjour à tous et toutes. Je suis ravie cette année encore d'ouvrir ces rencontres François Rabelais. J'ai la chance de le faire depuis quelques années maintenant. Nous retrouvons cette année la salle Télém après avoir été au Hall l'année dernière. C'est l'occasion de célébrer, on célébrait déjà un anniversaire l'an passé puisqu'on célébrait 20 bougies, il me semble, des rencontres. Cette année, on en souffle que 15. Je crois qu'on aura encore de nombreux anniversaires à souhaiter autour de la gastronomie. En tout cas, je le souhaite. Évidemment, le repas gastronomique, dans son inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO, elle fait résonner beaucoup de choses aussi par rapport à la politique alimentaire qu'on a portée, que j'ai portée avec l'ensemble de l'exécutif de la ville de Tours. D'abord parce que c'est une partition, le repas gastronomique, apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, digestif. Et que cette partition, je n'ai pas pu m'empêcher de penser, alors à quelques exceptions près, et vous trouverez tout seul lesquelles, je pense, on l'a fait vivre au quotidien dans les repas des enfants qu'on réalise tous les jours dans la cuisine centrale, parce que tous les jours, les enfants mangent entrée, plat, fromage, dessert, avec ce... Voilà. Donc, vous aurez noté qu'il n'y a ni apéritif ni digestif, bien entendu. Mais il y a ce rituel immuable. Et finalement, la cuisine, la cantine de tous les jours, c'est peut-être le premier moment où on transmet aux enfants ce rituel, cette partition. Et je trouve que c'est assez intéressant de se souvenir qu'il n'y a pas une gastronomie réservée à certains lieux, qu'en fait, la gastronomie et le repas gastronomique des Français, il a imprégné finalement tous les moments de repas et toutes les strates de nos politiques publiques. Ensuite, le repas gastronomique, ce sont des recettes qui ont évolué, qui se sont enrichies. Il n'y a pas une seule recette de blanquette de veau. Je crois que chacun a sa recette issue de recettes de grand-mère ou de grand-père d'ailleurs, qui sont arrivées. Et puis ces recettes, elles se sont enrichies aussi via des échanges, via des rencontres. Et là, je pense au Refugee Food Festival qu'on a la chance d'accueillir aussi à Tours depuis quelques années maintenant, au mois de juin. Et au cours de ce festival, on a de nombreux cuisiniers qui viennent de partout dans le monde et qui font rentrer leurs influences, leur culture, leur gastronomie dans le modèle traditionnel français. Et vous allez retrouver dans beaucoup de restaurants de la ville ce entrée, plat, fromage, dessert, mais voilà, largement revu et corrigé et amélioré et amendé par des influences multiples. Et je pense que c'est là qu'on fait vivre le mieux le patrimoine, c'est quand on le réinvente collectivement et qu'on le partage. Ce sont des savoir-faire, ce repas gastronomique qu'on transmet. Alors évidemment, là j'ai aussi l'envie de rappeler que c'est aussi l'anniversaire de l'inscription du compagnonnage et qu'à Tours, on a un musée du compagnonnage qui fait vivre ces savoir-faire qui sont sur les métiers de bouche, mais pas seulement, sur aussi les métiers de la construction et tous les savoir-faire manuels. C'est une spécificité française, le compagnonnage, et je crois que c'est quelque chose dont on peut aussi s'enorgueillir. On n'est souvent pas très fiers en Touraine. Moi, j'aime bien m'enorgueillir d'un certain nombre de savoir-faire et de choses qu'on a en France et en Touraine, parce que je crois qu'il faut parfois savoir un peu dire qu'on sait faire des choses bien.
Il y a aussi la question des produits, donc les produits du terroir et les savoir-faire qui nous amènent à avoir des produits de qualité dans les assiettes. C'est vrai dans toutes les strates aussi, alors à la cuisine centrale pour les restaurateurs. Je pense aux agriculteurs qui travaillent aujourd'hui pour faire ces produits de qualité qui vont venir nourrir notre alimentation, nos recettes, notre quotidien. Et je pense aussi qu'en 2025, c'était les 90 ans de l'INAO, donc l'Institut national des appellations d'origine, qui est aussi, je le redis, je le rappelle, les appellations d'origine contrôlées. C'est une invention française, c'était pour protéger le patrimoine, les produits, la richesse, les spécificités françaises. Et je crois que là aussi, il y a un modèle extrêmement ambitieux à l'époque, qui a fait toutes ses preuves maintenant et qu'on exporte plus ou moins facilement dans le monde entier, mais qui fait ses preuves aussi dans de nombreux pays du monde pour accompagner des savoir-faire, les valoriser et les protéger, qu'on ne puisse pas usurper des dénominations et que quand un consommateur achète un produit, il sache exactement comment il a été fait. Et ça, c'est une vraie garantie de qualité et donc, pour moi, de patrimoine préservé. Et puis, c'est des moments de partage. Finalement, pour moi, le patrimoine, la gastronomie, c'est surtout le moment. C'est pas vraiment ce qu'on va avoir, le niveau de sophistication dans l'assiette. On peut avoir des savoir-faire qui se transmettent de génération en génération, qui sont d'une simplicité déroutante, mais le fait que ça a été transmis par le parent, le grand-parent, l'oncle, l'ami, ça en fait tout de suite quelque chose qui a une valeur particulière. Et quand je vois tous les restaurateurs, toute la jeune génération de restaurateurs qui s'installent aujourd'hui, je veux dire que la gastronomie, elle se vit partout, à tous les niveaux, de façon très simple, comme de façon très sophistiquée par certains restaurateurs. Et évidemment, je pense à Relais et Château, où on a souvent un niveau de gastronomie un peu plus sophistiqué que dans les cafés des gares. Et pourtant, le moment de partage, il se vit souvent de la même façon dans ces différents lieux. Et puis parce que je crois vraiment beaucoup que le patrimoine, c'est quelque chose de très personnel finalement, qu'on partage collectivement et il y a une reconnaissance auprès de l'UNESCO, mais le patrimoine, c'est quelque chose qu'on hérite individuellement et qu'on transmet individuellement, qu'on reçoit de ses parents ou de ses amis et puis qu'on a envie de transmettre à ses enfants. Je vous invite tous, toutes à avoir ce temps peut-être de réflexion sur quel est votre patrimoine. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de transmettre telle ou telle recette à vos enfants, à vos amis? Qu'est-ce qui fait que vous faites telle ou telle recette quand vous recevez des gens chez vous? Pourquoi cette recette-là? Qu'est-ce qu'elle fait résonner en vous? Moi, mon patrimoine, c'est une crêperie, la gare Montparnasse, à laquelle j'allais avec mon père et où j'emmène immuablement mes enfants à chaque fois que je vais à Paris. Ils doivent se dire vraiment, il n'y a pas beaucoup de restaurants à Paris, c'est pas possible. Mais c'est ça mon patrimoine à moi et je le transmets de façon automatique, sans me poser la question, parce que c'est quelque chose qui est hérité, qui est transmis, et en ça, c'est assez immortel. Et je crois qu'on a tous intérêt à avoir ces lieux, à les faire vivre, à les nourrir, et à emmener nos enfants, nos amis, découvrir nos patrimoines, ce qu'on est au fond de nous, qu'on retrouve souvent autour de la table. Alors, je voudrais remercier l'IEHCA, qui me permet aujourd'hui de partager ce moment-là, et puis qui contribue très largement à faire vivre la gastronomie en Touraine et à Tours à travers toute la programmation qu'il développe. Les rencontres François Rabelais, on est dans une phase aussi de programmation sur ce qu'on appelle les rencontres arrière-cuisine. Vous avez énormément de choses là pendant toute la période actuelle autour de la gastronomie et des arts visuels et cinématographiques. Il y aura une projection d'ailleurs demain soir dans cette même salle du documentaire de Colline Serrault. Donc je vous invite vraiment à vous renseigner et à participer à toutes ces actions qu'on met en œuvre pendant ces périodes de programmation arrière-cuisine. Et merci à l'IEHCA, à l'ensemble de ces éminents membres et des équipes qui travaillent avec eux pour faire vivre ces moments et permettre qu'on soit encore une fois réunis pour la 21e édition. J'espère que je suis sûre que je serai là sur les prochaines éditions et je serai ravie de partager à nouveau des moments gastronomiques et puis des moments aussi peut-être très simples avec vous. Merci beaucoup. J'invite M. François Bonneau, président du Conseil régional Centre-Val de Loire, à venir nous rejoindre sur scène. Tout d'abord,
le plaisir de saluer ma collègue, maire adjointe, qui vient de s'exprimer. Le plaisir, bien évidemment, de saluer l'ensemble des personnalités, autorités qui sont ici et bien évidemment de saluer Bruno Loriot qui prend une part importante dans cette organisation, de saluer Jean-Robert Pitt, que je retrouve avec beaucoup de plaisir régulièrement sur ces événements. Grand plaisir de saluer Francis Chevrier, qui est très engagé, de saluer l'ensemble des responsables de l'IEHCA, l'ensemble des responsables de ces rencontres, et de vous saluer, mesdames et messieurs les chercheurs, mesdames et messieurs les enseignants, mesdames et messieurs les étudiants, mesdames et messieurs les passionnés de cette belle aventure de l'alimentation. Cuisine, patrimoine de l'humanité. Cuisine et patrimoine de l'humanité. C'est en effet, ça a été très bien illustré par les intervenants précédents, quelque chose qui résonne très fortement dans cette année 2025, 25 ans du classement de la Loire au patrimoine mondial de l'humanité, 15 ans du classement du repas français au patrimoine immatériel. Et puis, globalement, ça résonne pourquoi? Peut-être parce que nous sommes à un moment particulier où la notion de patrimoine de l'humanité prend tout son sens. Patrimoine de l'humanité, on ne peut pas ne pas penser au développement d'un nationalisme funeste qui marque la lecture du temps présent. On ne peut pas ne pas penser à des formes de mondialisation, il en est beaucoup question aujourd'hui, de mondialisation du commerce et des échanges, et une mondialisation qui, au lieu d'être une ouverture humaniste à la différence et à l'autre, est une mondialisation qui nivelle, qui, par une approche essentiellement financière, va détruire, risque de détruire tant et tant de réalités qui sont des réalités culturelles, qui sont des réalités de notre patrimoine et dont le dialogue mérite d'être tellement fertile et fécond. Vous choisissez de mettre la cuisine, et je remercie l'intervention de Laurent Gardinier à l'instant. Vous choisissez de mettre la cuisine, de mettre le moment du repas, le moment de la rencontre, comme un temps déterminant de ce patrimoine humaniste, de ce patrimoine de l'humanité. Dans notre région, ça fait écho à tellement de choses, parce qu'au même moment où se développe ce patrimoine de nos châteaux, de nos jardins, au même moment, en effet, prend le temps du repas, des aliments, prend une dimension particulière, et les rencontres François Rabelais disent tellement ce jardin de la France, disent tellement ce jardin de la France. Oui, dans cette région, ou bien nous sommes dans une espèce de respect atrophiant de ce dont nous avons hérité, où nous considérons que l'héritage, et notamment, je parlais des châteaux, l'héritage de nos châteaux est quelque chose de dynamisant, qui dit la création, qui dit en permanence la renaissance. Et alors nous nous libérons. Faire en sorte que la cuisine soit vue dans cette perspective, c'est absolument éclairant. Je parlais tout à l'heure de la mondialisation. Tu as fait allusion, cher collègue, au niveau de Tours. Nous avons besoin aujourd'hui de faire que les restaurations, la restauration de nos grands chefs, la restauration de nos maîtres restaurateurs, la restauration de nos collectivités territoriales puissent faire identité culturelle, non pas en fermant, en ouvrant, mais en recréant cette chaîne qui va du territoire qui produit, des femmes et des hommes qui produisent, des femmes et des hommes qui transforment, jusqu'au moment du partage à travers le service, qui fasse de ce moment un moment d'éducation en profondeur.
c'est attendu par nos concitoyens. Je vous livre juste ça. Vous connaissez, c'est dans l'autre métropole de la région, mais vous connaissez bien évidemment le ver du Ralex. La région s'est engagée il y a un peu plus d'1 an dans le sauvetage de cette entreprise, parce que c'est une entreprise du patrimoine industriel de notre territoire. Nous avons, à partir de l'engagement de la région, mobilisé beaucoup, l'engagement de la métropole orléanaise, l'engagement des banques et l'engagement surtout des citoyens. Et lorsqu'il y a 2 jours exactement, la SCOP qui a été créée là-bas a décidé d'aller lever des fonds citoyens. L'objectif, c'était 5 millions en 1 mois. En 2 jours, 16 millions ont été levés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos concitoyens attendent véritablement que nous soyons capables, par rapport à ce patrimoine industriel, par rapport à ce patrimoine qui est notre patrimoine agricole, alimentaire, maraîcher, que nous soyons capables de lui donner un nouvel avenir, que nous soyons capables de faire que ces éléments-là habitent nos vies, habitent nos territoires et soient au cœur du partage, au moment du repas de la collectivité territoriale, au moment de la rencontre avec les amis et la famille. Et c'est dans ce cadre-là que nous avions choisi pour 2025 de faire en sorte que le repas, la gastronomie, les produits, on a travaillé là-dessus avec toi, Francis, avec énormément de bonheur, soit au cœur du dispositif Nouvelle Renaissance que nous lançons chaque année avec un appel à projet. Et nous avons été véritablement très agréablement surpris de voir le nombre de projets qui intègrent ce moment du repas, ce moment de l'échange, ce moment des produits. Oui, il faut que nous fassions de ce rapport entre la cuisine et le patrimoine de l'humanité. Il faut que nous soyons en capacité de le penser dans sa dimension historique, dans sa dimension sociologique, dans sa dimension économique, dans sa dimension écologique. Et à chaque fois que nous faisons ça, et on l'a fait tout au long de cette année, à chaque fois que nous faisons ça, nous évitons ce que j'appelais cette approche mondialisée qui normalise et qui efface nos cultures, et nous éloignons les approches nationalistes qui font du produit local quelque chose qui enferme. Je crois qu'on est au centre de quelque chose, et c'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est vrai le matin, c'est vrai le midi, c'est vrai le soir, c'est vrai dans toutes les vies. C'est une manière de dire le projet de l'humanité concrètement à l'échelle de l'ensemble de la population et de le faire à partir des synergies entre la recherche, et bravo au travail de l'IEHCA, à partir de la recherche, à partir de l'engagement passionné de nos chefs. Moi, j'ai une admiration considérable pour ce qu'ils font, à partir des producteurs. J'étais il y a peu de temps dans une rencontre entre les représentants des agriculteurs de cette région qui peinent dans bien des domaines et qui hier considéraient qu'on avait des terres qui étaient la Beauce et qui allaient nous permettre d'inonder le monde. Aujourd'hui, ils se posent la question de la diversification des cultures dans les terres de Beauce et ils nous interrogent sur la manière de le faire. Ils sont heureux que Martin Pourret ait pu réintroduire la moutarde sur les terres de Beauce et avoir cette image d'un produit d'une très très grande qualité qui est en train de reconquérir à la fois les tables de notre quotidien comme les tables du monde. Oui, les producteurs sont intéressés, les transformateurs, transformés non pas dans un processus de mondialisation, mais transformés dans un processus qui est un processus d'identité en partage. Alors oui, le thème particulièrement bien choisi, il résonne avec les priorités que se donne la région Centre-Val de Loire. Nous sommes aux côtés de l'IEHCA, pas simplement parce que vous faites un excellent boulot et que vous méritez qu'on vous soutienne financièrement, mais parce que vous ouvrez des voies qui nous éclairent nous-mêmes et dans lesquelles nous essayons d'apporter notre part. Vraiment, pleine réussite à ces rencontres. Elles le méritent et sont, à mon avis, au carrefour d'interrogations fondamentales pour notre société aujourd'hui. Merci à vous.